Salut! Dites-moi, croyez-vous aux fées? Pensez-vous pouvoir les voir, les entendre, les sentir auprès de vous? Si oui, c'est une grande chance. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, elles vous resteront cachées. Mais elles sont bien là, je vous assure, partout où règne et rayonne un coin de nature. Et si je vous disais que cette même nature, justement, vous offrait le moyen de changer d'avis sur la question? Des plantes capables de vous les montrer, de les contenter, de les protéger et de les inciter à vous porter bonheur? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, laissez-vous porter. Ouvrez votre esprit. Accueillez l'espace d'un instant le rêve et la fantaisie en vous, pour entrer aujourd'hui avec moi dans le royaume des fées. Pour la plupart d'entre nous, une fée est une petite créature humanoïde, ailée et malicieuse. Selon croyances et cultures, elles sont tantôt minuscules, tantôt de taille humaine. Mais en général, tous les folklores européens leur accordent beauté, grâce, intelligence et perspicacité. On leur prête également nombre de pouvoirs magiques. Elles ont la capacité de voler, de devenir invisibles à volonté, de lancer des sorts, de guérir des maladies, de traverser les murs ou les objets, de manipuler la nature, les éléments ou les animaux, et d'exaucer des vœux. Le plus souvent bienveillantes et discrètes, elles peuvent néanmoins se mettre parfois en colère et punir ceux qui les contrarient. Ainsi, les fées portent-elles chance autant que malchance. Elles apportent leur aide ou causent du tort. Comme cela est souvent le cas des Aishis et des Leprechauns en Irlande, des Korrigans en Grande-Bretagne, des lutins en France ou des elfes en Scandinavie. Mais elles ont tout un point commun. Les fées aiment la nature, les forêts, les collines, les rivières, les massifs de fleurs ou les jardins soigneusement entretenus, sans produits chimiques. Selon certaines croyances, ces lieux seraient un lieu de passage, une porte d'entrée menant à leur royaume. Cherchez un endroit caché dans la nature, peu accessible et sauvage, et il y aura de fortes chances que cela soit un portail vers le royaume des fées. En Grande-Bretagne, le terme de fée peut à la fois désigner des créatures nommées pixies ou brownies. Tout dépend des coutumes et des superstitions locales. Les pixies sont davantage associées au sud-ouest de l'Angleterre, au Devon et à la Cornouaille principalement. Ces esprits vivent dans les forêts, les prés sauvages, les grottes. Les pixies sont décrites comme étant de petites créatures humanoïdes, vêtues de vêtements verts, aux traits enfantins et espiègles. On dit qu'elles sont farceuses et pleines de malice, aimant jouer des tours aux hommes, les égarer ou leur voler de petits objets. Mais malgré leur envie permanente de rire de nous, elles ne sont pas à proprement parler malveillantes, puisqu'elles peuvent tout autant aider les humains à retrouver leur chemin s'ils sont perdus, ou les mener à des endroits spécifiques en échange de nourriture ou de petits cadeaux. Les contes de Grimm ou de Perrault, ainsi que le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, font allusion à ces créatures. Le territoire des brownies s'étend dans toute la Grande-Bretagne, bien qu'ils aient été davantage signalés en Écosse et au nord de l'Angleterre. Ce petit peuple aime particulièrement se rapprocher des hommes et de leurs habitations. Surtout les fermes, les maisons dotées de greniers, de remises ou d'un garage rempli de bazar. De manière générale, les brownies sont de petits êtres de forme humaine, vêtus de haillons ou de vêtements très simples. Plus discrets que les pixies, les brownies n'aiment pas être vus et peuvent quitter la maison s'ils se considèrent maltraités, ou si par malheur nous voulions leur offrir des vêtements neufs. Ceci, pour eux, est une grave offense. Les brownies sont bien des sortes de fées, au sens où nous pouvons les concevoir, dont les principales qualités sont la diligence et la serviabilité. Ils font du petit ménage, de menus travaux de bricolage ou agricoles pour nous. Ils nous rendent donc service. En échange, ils nous prennent, discrètement, un petit peu de nourriture ou de matériel. Vous avez vu le film Willow, de Ron Howard? Les personnages de Raoul et Frangin sont des brownies. Au sens large, les fées sont toujours reliées à la magie,
la nature et aux forces qui nous dépassent. Puisqu'elles nous ressemblent, mais sont différentes, et en quelque sorte, plus pures et plus éclairées. Elles représentent les forces mystérieuses qui échappent à la compréhension humaine et sont une incarnation poétique des caprices de la nature et du destin. Leur rôle varie de guide et de protectrice à antagoniste rusé. Dans de nombreux récits et traditions, les fées ne sont pas toujours visibles aux yeux humains. Elles peuvent à loisir se soustraire aux yeux des humains et n'apparaître seulement que sous certaines conditions ou à des personnes particulières. Pour cela, elles emploient des enchantements ou des charmes pour disparaître à volonté. Cette invisibilité leur permet de se déplacer librement sans être détectées et d'observer les hommes sans se faire remarquer. Parfois, les fées ne deviennent visibles qu'à des moments spécifiques ou sous certaines conditions. Par exemple, elles peuvent apparaître uniquement au crépuscule, à l'aube ou lors de fêtes particulières, comme la nuit de la Saint-Jean. Les personnes ayant un don particulier, un esprit bienveillant et dénué de péché, ou une sensibilité très fine peuvent les voir. Les fées peuvent également devenir visibles grâce à des objets magiques. Par exemple, les humains peuvent utiliser des herbes spéciales, des pierres magiques, des talismans, ou effectuer des rituels pour voir les fées. Ces objets ou rituels sont souvent difficiles à trouver ou à réaliser, ce qui ajoute une couche de mystère supplémentaire à leur observation. La plupart du temps, les humains rencontrent les fées par hasard. Ces rencontres sont souvent décrites comme éphémères et mystérieuses, les fées disparaissant rapidement après avoir été aperçues. Pour aider ou gêner les humains, les fées opèrent souvent en secret. Elles peuvent apporter chance, inspiration ou protection, ou au contraire causer des désagréments et des malheurs, le tout sans être vues. C'est la raison pour laquelle il est si difficile pour certains de croire en leur existence, puisque par définition, on ne les voit jamais. Mais quels sont plus précisément les pouvoirs des fées? À quoi sont-elles reliées? Eh bien, pour commencer, les fées sont fondamentalement associées aux énergies telluriques et géomagnétiques. Elles sont attirées comme des aimants par les endroits où les flux magnétiques sont importants ou s'entrecroisent, elles-mêmes pouvant être perçues comme des émanations de ces énergies naturelles qui peuvent influer sur l'intensité de ces courants et ainsi provoquer certains phénomènes qui nous paraissent étranges ou magiques, comme des bourdonnements d'oreilles, des objets qui bougent tout seuls, des nausées, des vertiges, des palpitations, des maux de tête, des picotements, une sorte d'anxiété se manifestant comme un sentiment d'alerte ou de prémonition, une vue qui se trouble, ou parfois des hallucinations, ce qui en soi peut être le résultat de perturbations magnétiques physiques. Ensuite, il nous faut parler un peu de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction repose sur l'idée que les pensées et les intentions attirent des événements correspondants dans la vie d'une personne. Les fées, en tant que créatures magiques, peuvent sentir et comprendre nos pensées et devenir agents de manifestation de cette loi, si elles jugent que nos intentions sont pures et désintéressées. Elles peuvent donc choisir de nous aider à matérialiser ce que nous désirons le plus au monde grâce à leur pouvoir surnaturel. Voilà pourquoi très souvent les fées ont été considérées comme des intermédiaires entre les pensées humaines et leur concrétisation dans le monde physique. Les fées sont d'ailleurs régulièrement invoquées dans les rituels de manifestation et les pratiques magiques visant à obtenir quelque chose de précis, comme de bons génies de la nature. Certaines se spécialisent selon leurs affinités personnelles. Les unes favorisent la créativité, d'autres la guérison ou la compréhension du langage des plantes ou des animaux. Ain est une puissante fée irlandaise fréquemment invoquée jadis pour favoriser l'amour, la fertilité et l'inspiration artistique. Unar est la reine des fées dans le folklore irlandais. Elle est dite très sage et peut aider ceux qui le souhaitent à comprendre, puis littéralement communiquer avec la nature, à savoir les plantes et les animaux. Melusine est une fée aquatique du folklore européen, connue pour parfaitement maîtriser les plantes dans le but d'obtenir guérison ou un certain pouvoir de transformation. Ainsi, si vous êtes un poète en manque d'inspiration, vous pouvez appeler à vous les fées elles-mêmes, sensibles à l'art et la beauté. Ou, si vous souhaitez vous rapprocher de vos animaux de compagnie,
et renforcer votre connexion avec eux, demandez aux fées de vous aider à ouvrir votre esprit et votre cœur. Un autre élément, illustrant leur pouvoir en tant que tel, tient au fait que tout dans leur nature et leurs affinités propres les rattache aux éléments et aux phénomènes météorologiques. Il est dit, par exemple, que les fées aiment tellement se promener dehors à certaines heures qu'il est alors plus facile pour nous de les apercevoir. Au petit matin, pour commencer, lorsque la rosée perle encore sur les pétales des fleurs, aux heures bleues de l'aube et du crépuscule, après un orage, lorsque le soleil perce à nouveau au travers des nuages, ou lorsqu'après la pluie brillent les arcs-en-ciel. Les phases lunaires ont aussi leur importance. Pleine lune et nouvelle lune marquent une intense activité féerique autour de soi. Les fées aiment aussi les floraisons de printemps et les nuits d'été, précédant ou suivant le solstice. Certaines théories parapsychologiques suggèrent que les fées pourraient être des manifestations de phénomènes psychiques ou paranormaux, comme des projections de l'inconscient collectif, des entités interdimensionnelles ou des énergies résiduelles d'anciens rituels et croyances. Quoi qu'il en soit, ce sont elles qui choisissent d'être vues ou non. Toutefois, les humains peuvent espérer attirer l'attention des fées en réalisant des rituels ou en faisant des offrandes. Ces actions visent à gagner la faveur des fées ou à apaiser leur colère. Si vous souhaitez attirer l'attention des fées et favoriser à la fois leur venue et leur apparition, certaines plantes peuvent vous y aider. N'oubliez pas qu'elles sont intimement liées à la nature. Demandez-lui ainsi son aide pour vous servir de lien. Retenez tout d'abord que les fées sont sensibles à la lumière, à la beauté, au parfum délicat, au magnétisme et énergie positive, et à la bienveillance dont on fait preuve à leur égard, qu'elles récompensent très souvent par des bénédictions ou de petites et gentilles attentions. Je vous expliquerai plus loin pourquoi savoir cela est important. Commençons par parler des plantes en lien étroit avec les énergies telluriques. Certaines plantes sont traditionnellement associées aux énergies telluriques et au géomagnétisme, en raison de leur utilisation dans des pratiques magiques, chamaniques ou ésotériques. Voici donc quelques plantes que vous pourrez planter à loisir dans votre jardin ou sur vos balcons et cultiver avec amour, pour ajouter un peu de magie à votre espace. La valériane est surtout connue pour ses propriétés sédatives, mais elle est aussi parfois utilisée dans certains rituels de magie blanche pour ancrer et équilibrer les énergies là où elles se trouvent, aidant à stabiliser les champs énergétiques environnants. La sauge est utilisée depuis l'Antiquité pour purifier les espaces et faciliter le contact avec le monde invisible. En brûlant ses feuilles ensuite, on nettoie l'énergie d'un lieu et se connecte plus facilement aux énergies terrestres et subtiles. L'armoise est depuis toujours associée à la magie et aux rêves. Sa présence et sa consommation augmentent la sensibilité aux énergies telluriques et spirituelles. Elle est souvent brûlée, elle aussi, ou utilisée en infusion pour des rituels de divination. Le genévrier est bien connu des chamans. Il est censé protéger contre les énergies négatives et purifier les espaces sacrés, aidant par ailleurs à harmoniser les énergies géomagnétiques instables. Si à l'endroit où des flux contraires s'entrecroisent et posent problème, plantez au-dessus du genévrier. Il dénouera les nœuds et stabilisera la circulation énergétique. Dans certaines traditions, la fougère est associée aux esprits de la nature et aux énergies de la terre. Elle est utilisée dans des rituels pour se connecter aux esprits de la terre et aux forces naturelles et favoriser certaines de leurs manifestations dans le monde physique. C'est une grande chance pour vous si vous vivez non loin d'un chêne. Souvent considéré comme un arbre sacré, le chêne incarne la force, la longévité et la connexion avec les énergies de la terre. Les druides celtiques vénéraient autrefois le chêne et utilisaient ses branches et ses feuilles dans leurs rituels pour se connecter aux énergies telluriques, y compris les esprits de la nature, comme les fées. Le gui, plante parasite souvent trouvée sur les chênes, était également sacré pour les druides. Il est utilisé pour harmoniser les énergies terrestres et attirer la prospérité et la protection, et susciter l'intérêt des fées,
Accrochez donc un peu de gui au-dessus de votre porte et les fées regarderont dans votre direction. Ces quelques végétaux sont crus capables d'équilibrer et harmoniser les énergies telluriques et géomagnétiques, bien que leur efficacité repose principalement sur les croyances et traditions culturelles et personnelles de chacun, plutôt que sur des preuves scientifiques, bien entendu. Parlons à présent des plantes censées contribuer à la loi de l'attraction. Le parfum subtil du basilic et de la menthe attire la chance, l'amour et l'argent. Le basilic, par exemple, est souvent utilisé dans les rituels de manifestation pour attirer des opportunités positives dans la vie du demandeur. Le laurier a lui aussi longtemps été utilisé pour la protection et la réussite. On écrivait jadis son souhait sur une feuille de laurier pour la brûler ensuite et libérer son énergie dans l'univers, ce qui peut contribuer à se faire entendre des fées. Si du trèfle pousse dans votre jardin, ne l'arrachez pas. Il attire chance et la bonne fortune. Il paraîtrait même qu'il aurait le pouvoir de réaliser ses rêves. Les fées aiment en outre s'asseoir et se reposer sur ces feuilles au petit matin, au moment du point de rosée. Autrement dit, plus il y a de trèfle, plus vous avez de chances de voir un jour une fée assise dessus. Pourquoi ne pas aussi planter un peu de lavande près de votre logement? La lavande attire l'amour, la paix et l'harmonie au foyer et aurait le pouvoir de concrétiser les pensées positives. Pour aider votre esprit à formuler clairement ses pensées ou ses intentions, essayez le romarin. Il dissipe le brouillard mental, clarifie les pensées et aide à purifier son mental des énergies négatives. Vous aimeriez davantage de prospérité matérielle et attirer l'argent, alors pensez à la camomille. La camomille vous aidera aussi à apaiser et éclairer votre esprit, ou à vous concentrer précisément sur la teneur de votre souhait. Souhait qu'elles entendent, ne l'oubliez pas. Vous préférez plutôt demander aux fées d'attirer à vous l'amour et la tendresse? Cultivez quelques plants de roses pour vous entourer d'une aura harmonieuse, positive, pleine de douceur et de subtiles attentions. Le pissenlit est quant à lui utilisé pour la divination et la réalisation des souhaits. Souffler sur les graines de pissenlit tout en faisant un vœu est une pratique courante pour manifester des désirs. Le vol de ces pistils n'étant pas sans rappeler celui des fées. Ces plantes sont souvent intégrées dans des rituels, des méditations, des infusions ou des encens pour amplifier les intentions et favoriser la manifestation de souhaits et de désirs selon la loi de l'attraction. Leur utilisation repose sur la symbolique et les croyances personnelles, contribuant ainsi à créer un état d'esprit positif et réceptif aux énergies souhaitées. Mais comment utiliser ces plantes pour entrer en contact avec les fées? Vous avez le choix. Faites ce qui vous plaît le plus. Pratiquer à contre-cœur un rituel qui vous dérange ou auquel vous ne croyez pas vous-même ne plaira pas aux fées, qui se détourneront très vite de vous. Vous pouvez consommer ces plantes en infusion, en leur envoyant de charmantes pensées d'amitié, et penser très fort à votre souhait en leur demandant d'y intercéder. Vous pouvez également porter quelques feuilles de ces plantes sur vous, dans une petite pochette ou un talisman que vous réaliserez vous-même en formulant votre souhait et votre intention. Les fées vous entendront et exauceront peut-être votre vœu si elles le jugent à leur goût. Vous pouvez aussi choisir de les brûler comme de l'encens, près d'une fenêtre ouverte, leur parfum plaisant aux fées et adoucissant leurs humeurs. Ou bien encore en intérieur, au moment de pratiquer votre séance de méditation par exemple. Les fées ont en effet le talent de pouvoir traverser le temps et la matière pour venir jusqu'à nous. Que vous habitiez en maison de campagne ou au 10e étage d'un immeuble en ville, cela n'a pas d'importance pour elles. Les fées vont où elles le désirent, quand elles le désirent. Si votre désir est de les chercher physiquement et de les approcher, après les avoir clairement vues, sachez que certaines plantes possèdent le pouvoir d'entrevoir l'invisible. En Europe de l'Est, on croyait que la fougère fleurissait une fois par an, pendant la nuit de la Saint-Jean. Quiconque approche et cueille cette plante, et plus particulièrement ses fleurs à cet instant précis, se verrait ainsi doté du pouvoir de voir l'invisible ou de trouver des trésors cachés. Parfois appelée herbe de la Saint-Jean, le millepertuis a le pouvoir de chasser les esprits maléfiques et de permettre à celui qui en porte de voir les esprits, y compris les fées. Aussi connue sous le nom de herbe au loup-garou,
L'aconite était autrefois utilisée par les sorcières pour divers sorts, y compris des sorts d'invisibilité ou comme un répulsif contre les créatures mauvaises. En vous entourant de la sorte d'un halo de sécurité, les fées pourraient vouloir venir s'y réfugier et ainsi vous approcher de très près. Faites attention toutefois, cette plante est extrêmement toxique. Mais, si vous voulez attirer l'attention des fées et les inciter à arpenter vos jardins, vous pouvez aussi vous entourer de primevères. Souvent appelée clé des fées, cette plante aurait la capacité d'ouvrir des portes vers les royaumes féeriques. Planter des primevères dans votre jardin ouvrira peut-être un passage pour leur permettre de venir vous visiter. La Véronique, nommée aussi yeux de fée, est une plante porte-bonheur, car les fées voient par leur intermédiaire tout ce que vous faites et pensez lorsque vous vous approchez d'elles. Si vous leur plaisez, par vos gentilles attentions envers la nature, alors peut-être, qui sait, exauceront-elles l'un de vos vœux et accepteront d'être vues en retour. Aussi appelée doigt de la Vierge, la digitaline pourpre est une plante entourée de légendes, selon lesquelles les fées laisseraient des taches sur ses fleurs. Planter des digitales est censé attirer la présence féerique. Mais attention, cette plante est très dangereuse pour la santé. Ne la consommez pas. L'achillée millefeuille guérit bien des maux, mais ce n'est pas sa seule vertu. En guérissant les blessures et protégeant les humains de nombreuses maladies, l'achillée rayonnerait d'une aura bienfaitrice qui plairait beaucoup aux fées et favoriserait leur venue dans notre plan physique. Ces plantes, en plus de leurs propriétés médicinales et magiques, sont également particulièrement belles et délicates et enrichiront votre jardin d'une touche de grâce et d'élégance, qui ne manqueront pas de susciter la curiosité des fées. En raison ici de la relative toxicité de certaines de ces plantes, je vous déconseille néanmoins de les consommer ou de les appliquer sur votre peau. Laissez-les pousser au jardin et profitez simplement de leur beauté. La nature n'est-elle pas faite pour être avant tout contemplée? Si vous aimez les fées, vous pouvez aussi simplement chercher à leur faire plaisir, sans exiger d'elles quelque chose en retour. Cet acte de bienveillance désintéressée leur plaira grandement et les inciteront peut-être à vous apparaître plus souvent. Les fées aiment le doux parfum de la violette et ses fleurs ravissantes et délicates. Planter de la violette près de chez soi peut donc inviter les fées à s'approcher. Elles sont aussi enchantées par la senteur du thym et ses jolies petites fleurs blanches. On raconte qu'elles adorent se reposer dans les buissons de thym. Les clochettes bleues ou violettes de la campanule sont parfois aussi nommées clochettes des fées. On pensait autrefois que caresser ou agiter légèrement ces fleurs faisait teinter un son que seules les fées pouvaient entendre. Une musique qui les ravissait et qui les attirait. Si je vous dis « fée clochette », ça vous rappelle quelque chose? Les petites et fragiles fleurs de bruyère inspirent beauté et subtilité, des qualités intrinsèquement reliées aux fées. Les fées aiment ces nuances de rose et de violet et s'approchent souvent pour venir les admirer. Regardez ces fleurs. Ça, c'est l'encolie. Si je vous dis que les fées apprécient leur forme unique et le ravissement que leur contemplation procure, cela vous surprend? Planter ces fleurs dans votre jardinet et cultiver avec patience et attention peut non seulement embellir votre espace, mais aussi, selon les légendes, inviter les fées à le visiter et à le bénir de leur présence. N'oubliez pas de créer un environnement accueillant et paisible, car les fées sont souvent attirées par des lieux calmes et harmonieux. Dans le folklore européen, il est de coutume de croire que certaines plantes auraient des propriétés curatives pour les hommes, mais aussi pour les créatures du monde subtil, telles que les fées. Il peut en effet arriver que les fées aient aussi besoin de notre aide. Bien que leur discrétion et leur nature timide ne les incitent pas à nous la demander ouvertement, nous pouvons faire preuve de générosité et de compassion en leur offrant de quoi se soigner ou se prémunir des forces négatives dont elles sont les adversaires. Je vais ici vous citer des plantes déjà mentionnées auparavant, avant d'en ajouter deux autres.
l'achillée millefeuille et le plantain ont des vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. Elles peuvent donc aider les fées à soigner leurs blessures et leurs irritations. La lavande est calmante et antiseptique. À son contact, les fées pourront se détendre et guérir leurs petites coupures ou les piqûres d'insectes. La camomille est réputée pour ses effets apaisants et anti-inflammatoires. Les fées aiment prendre du repos et s'allonger au creux de ses corolles et reprendre des forces. Le thym possède des propriétés antibactériennes et antifongiques. Les fées pourraient l'utiliser pour purifier leur corps et traiter leurs infections. Il peut arriver que les fées soient blessées et attristées. Les fleurs de millepertuis les aideront ainsi à soulager leurs peines et panser leurs plaies de chair et d'âme. La consoude soigne les os, les articulations et les tissus. Si une fée souffre d'une fracture, d'une entorse ou d'une déchirure musculaire, cette plante l'aidera grandement à se remettre sur pied et cicatriser plus vite. Les fées aussi peuvent attraper froid. Pensez alors à planter des violettes. Elles s'en serviront pour expectorer plus facilement et calmer les inflammations respiratoires, la toux et les maux de gorge. Et si elles ont mal au ventre, la menthe, rafraîchissante, les soulagera. Toutes ces plantes, de par leurs propriétés curatives, seraient idéales pour un jardin dédié aux fées. En plus d'apporter des bienfaits aux humains, elles offriraient un refuge et des remèdes naturels aux fées. À condition d'y croire, bien entendu. Les fées ont aussi des ennemis. Dans la nature et le monde invisible, querelles et batailles font rage chaque jour, juste là, sous notre nez. Et pourtant, nous ne voyons rien. Les fées ont des adversaires redoutables. Méchantes sorcières et magiciens maléfiques cherchent très souvent à capturer ou à nuire aux fées pour leur voler leur pouvoir, ou les empêcher de contrecarrer leurs plans. Dans les légendes nordiques et celtiques, les trolls et autres ogres sont souvent en opposition avec les fées, parfois en raison de rivalités territoriales ou de leur nature viscéralement opposée. Mais parfois, d'autres esprits de la nature, tels que les gobelins, peuvent être en conflit avec les fées, à cause de querelles anciennes ou de disputes territoriales. Les humains peuvent aussi, volontairement ou non, être ennemis des fées, soit par ignorance, soit par cupidité. Les légendes parlent souvent de gens qui capturent des fées, les exploitent ou détruisent leur habitat naturel en pensant les contraindre à exaucer leurs vœux. Les fées n'aiment pas beaucoup non plus les hommes d'église ou les signes religieux, et ceci en raison du fait qu'autrefois, le clergé considérait ces créatures comme des entités païennes liées aux démons et cherchait à les chasser en pratiquant des exorcismes ou des jets d'eau bénite. Les fées sont par ailleurs décrites comme étant vulnérables au fer. Les objets en fer ou les clôtures de fer peuvent les repousser ou les affaiblir. Essayez donc de planter vos plantes, fleurs et herbes médicinales loin de vos clôtures et d'en éloigner vos instruments de jardinage lorsque vous ne les utilisez pas. Parlons à présent de nos amis les chats. Dans certaines légendes, on raconte que les fées sont les amis des chats. Ces derniers, en raison de leur nature mystérieuse et de leurs yeux perçants capables de percevoir les dimensions parallèles et les entités invisibles, sont parfois considérés comme les gentils compagnons des fées. Certains les protègent, d'autres en sont les joyeux compagnons de jeu, et beaucoup se montreraient capables de communiquer directement avec elles. Il existe également des croyances selon lesquelles les chats seraient considérés comme des protecteurs contre les fées malveillantes. Les chats, grâce à leurs yeux étranges et leur comportement naturellement contemplatif et attentif, seraient capables de détecter, puis de chasser les fées nuisibles. N'avez-vous jamais vu votre chat se mettre à chasser quelque chose d'invisible ou de fixer un point où il n'y a rien selon vous? Mais tout cela dépend bien sûr de la personnalité, à la fois de la fée et de celle de l'animal. Tous deux peuvent coexister simplement, sans animosité particulière, mais sans affinité non plus. Les chats et les fées sont donc alors indifférents aux affaires des uns et des autres. Il peut même arriver parfois que les fées évitent les félins. Certaines histoires suggèrent que les chats, en raison de leur instinct de prédation et de leur nature imprévisible, soient perçus comme une menace par les fées, surtout si ces chats sont de tempérament sauvage, renfrognés, agressifs ou grognons. Ainsi,
La présence de chats à la personnalité douce, joueuse et chaleureuse peut aider les fées à se distraire et à se protéger des puissances négatives. Mais il existe aussi certaines plantes ou herbes médicinales pour les aider à se prémunir des forces du mal. Si vous voulez les aider à livrer bataille et vaincre leurs ennemis, dans ce cas-là, plantez de l'ail. L'ail est connu depuis longtemps pour repousser les esprits maléfiques et les créatures surnaturelles. Si je vous dis vampire, les ronces avec leurs épines acérées, si elles sont volontiers inesthétiques, sont pourtant une barrière très efficace pour empêcher les puissances maléfiques d'entrer dans votre jardin. Les fées peuvent utiliser les ronces pour protéger votre territoire et le leur contre les intrus. Alors, ne les arrachez pas, d'accord? Vous êtes chanceux si vous possédez ou vivez près d'un buisson de sureau. C'est un habitat très prisé des fées. Elles le protègent autant qu'il les protège des énergies nocives de par son parfum divin, et il est dit que couper des branches de sureau sans la permission des fées provoque immédiatement leur colère. Elles peuvent alors vous jouer de vilains tours pour se venger. La rue des jardins est crue par les hommes capables de repousser le mal et les énergies résiduelles négatives. Les fées s'y frottent ou s'en revêtissent pour se protéger de leurs ennemis, ou emportent certaines feuilles en talisman pour conjurer les mauvais sorts jetés contre elles. L'artémisia, aussi connue sous le nom d'herbe de la sorcière, chasse les mauvais esprits ou les gens malveillants. Les fées se réfugient parfois derrière ces feuilles pour se protéger des attaques ou des projections énergétiques négatives. Ces plantes, avec leurs propriétés protectrices et défensives, pourraient grandement aider les fées à se défendre contre leurs ennemis et à maintenir leur environnement en sécurité. Vous savez quoi faire dans ce cas. Associer les fées à certaines plantes trouve ses racines dans diverses traditions folkloriques, mythologiques et culturelles. Si vous avez su lire entre les lignes, ou plutôt mes paroles, vous avez remarqué que les plantes et herbes aux propriétés médicinales sont quasiment toutes associées également à la magie. Les plantes à l'apparence remarquable ou inhabituelle, rares ou particulièrement esthétiques également, comme si le fait de sortir de l'ordinaire était forcément le signe d'une appartenance au monde divin. C'est la raison pour laquelle nos anciens pensaient que certaines plantes avaient le pouvoir de procurer aux hommes un peu de ce pouvoir subtil. La fougère mâle révélait l'emplacement de trésors cachés. Les trèfles à 4 feuilles portaient bonheur. Le millepertuis protégeait des méchants sortilèges. Les fleurs de bleuet, ou fleurs des fées, donnaient de la pureté aux potions. Les pensées sauvages sublimaient les filtres d'amour. Le lierre procurait l'immortalité. La Véronique faisait fuir les mauvais esprits. La Primevère était appelée la clé des fées, en raison de sa forme, et était censée ouvrir les portes des royaumes invisibles. Ces croyances se sont transmises oralement, de génération en génération, ajoutant des détails et des associations à d'autres superstitions, comme, en l'occurrence, celle de l'existence des fées. Les fées sont donc, d'une certaine manière, des personnifications de la nature. Une nature à l'époque omniprésente. Et les plantes, filles de cette nature, ont alors été crues capables d'accorder faveur ou misère aux hommes, à l'image des éléments et des forces que nous ne comprenons que peu, même encore de nos jours. Pour peu que ces plantes poussaient dans des endroits considérés comme difficilement accessibles, mystiques ou sacrés, tels que les forêts profondes, les plateaux rocheux, les clairières ou les lieux reculés, alors ce rapprochement avec la magie et les créatures d'un autre monde s'intensifiait. Ces associations entre les fées et les plantes enrichissent merveilleusement bien les récits folkloriques et offrent une perspective fascinante sur la manière dont les humains ont perçu et interprété la nature à travers l'histoire. Comme quelque chose de magique, d'insaisissable et d'hermétique, mais qui nous fascine toujours et nous fait rêver. Pour finir, j'espère que vous aurez compris qu'il fallait prendre tout ceci au second degré. Le but de cette vidéo est de vous distraire avant tout, avec des renseignements précis. Certes, je n'ai rien inventé. Toutes les plantes que je vous ai citées ont bien des vertus médicinales et symboliques avérées, mais en ce qui concerne leurs vertus magiques, je vous laisse seul juge.
Cela ne peut marcher que si vous y croyez. À ce propos, avant de partir, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ceci est une photo personnelle que j'ai prise il y a quelques années chez mes parents, au moment de Noël. On peut voir la crèche de ma maman en arrière-plan. Mon idée ce jour-là était de prendre en photo les chats en train de batifoler dedans, mais ceci est apparu. Vous voyez ce point jaune qui a l'air de se déplacer à toute vitesse? On ne le voit pas nécessairement très bien sur ce cliché, mais il y a une sorte de traînée blanche derrière lui. Je voulais repasser en rouge ici. Drôle de parcours pour une poussière. Je n'ai absolument rien vu au moment de cadrer cette photo. Et pourtant, c'est là. Se pourrait-il que ce soit une fée? C'est ce que j'ai envie de croire. Et quel mal y aurait-il à cela, en vérité? Pourquoi ne pas ajouter un peu de couleur et de magie dans un quotidien fait de stress et de bitume? La nature est toujours là, près de nous. Et de vous à moi, je suis sûre qu'elle n'attend qu'une chose, c'est que nous nous intéressions de nouveau à elle, pour notre bien, à tout niveau. Vous souvenez-vous de ce passage dans Le Seigneur des Anneaux, où Sylvebarbe récite un poème et dit aux hommes ces mots puissants. « Reviens à moi, et dis que ma terre est la meilleure. » Je vous laisse y réfléchir, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ah, vous entendez? Quelqu'un m'appelle. Je dois y aller. Allez, salut, et à la prochaine.